Pour cette présentation, donc je suis Caroline Gauthier, psychologue au centre hospitalier de Niort, donc le réseau Réhab. Et donc j'ai préparé cette présentation avec ma collègue Lise Mbaré, qui est psychologue, je me permets de corriger, et qui est également docteur en psychologie. Elle s'excuse, elle ne pouvait pas être présente aujourd'hui, donc je suis la seule représentante. Quand le C2RL nous a évoqué le sujet de la recherche, on a tout de suite pensé à des recherches auxquelles on avait participé ou qu'on avait pu mener. Et puis finalement, on s'est dit qu'aujourd'hui, on était beaucoup moins impliqués concrètement dans des recherches, et donc on s'est dit qu'on allait essayer de prendre du recul sur ces recherches auxquelles on avait pu participer, et de voir finalement dans notre pratique aujourd'hui qu'est-ce qu'on avait pu en garder et en quoi ça avait impacté notre pratique. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on a choisi de vous parler de comment la recherche elle a pu donner du mouvement à notre pratique. Et donc pour illustrer ce sujet, on s'est dit qu'on allait parler d'une recherche qu'on avait menée sur le sujet de l'apathie. Alors avant de rentrer dans le sujet concret des recherches, j'ai vu que beaucoup parmi vous, vu le sondage tout à l'heure, n'avaient pas forcément participé à des recherches, donc on s'est dit que c'était plutôt pas mal de faire un petit point sur le vocabulaire de la recherche. Donc on vous propose de revoir juste quelques notions très rapidement, dans l'idée de bien comprendre les différents rôles qu'on peut avoir quand on participe à une recherche. Donc pour commencer, quand on parle de centre, finalement, un centre c'est quoi ? Eh bien, ça peut être un service, une équipe avec seulement quelques professionnels dédiés à cette recherche, et puis ça peut être à la fois du sanitaire, du médico-social, du social, c'est pas exclusivement réservé au centre de réhabilitation psychosociale. On entend aussi parler d'investigateur principal. L'investigateur principal, c'est une personne, un professionnel qui va mener la recherche, et c'est finalement lui qui va donner les étapes, coordonner cette recherche, et puis garantir que finalement tout est respecté. L'investigateur principal, il appartient au centre promoteur, donc ça va vraiment être un établissement, son service, et c'est ce centre qui va porter l'étude, il va la coordonner, s'assurer que les démarches administratives, réglementaires, elles sont bien menées, et il va collecter aussi et analyser les données. Et puis il y a aussi les centres associés. Donc les centres associés, ça va être d'autres services, d'autres établissements, d'autres équipes qui vont finalement rejoindre le projet. Et donc leur rôle, il est assez concret, ça va être de participer à la recherche et rendre des comptes finalement au centre promoteur et son investigateur principal. L'idée, ça va être pour eux justement d'inclure des patients et de pouvoir récupérer des données. Pour illustrer cela, on a trouvé l'image de l'orchestre, où finalement l'investigateur principal, on pourrait se dire que c'est comme un chef d'orchestre. C'est lui qui va justement piloter la réalisation concrète de la partition, et puis s'assurer de la qualité de cette recherche, du concert. Le centre promoteur, ce sera un peu comme la maison de production. C'est elle qui va organiser le concert, le porter et s'assurer que tout est conforme. Et donc les centres associés, ce sera un petit peu comme des orchestres partenaires qui permettraient d'ouvrir un petit peu et d'élargir la portée du concert. Ils vont suivre la même partition qui a été donnée par le centre promoteur, et ils devront rendre des comptes au chef d'orchestre et à sa maison de production. Donc voilà, j'espère que ces points sont clairs. Je vous propose donc de continuer et de parler concrètement des recherches auxquelles on a pu participer. Donc au réseau Réhab, on a été impliqué en tant que centre associé dans plusieurs recherches, des recherches qui étaient menées par le CHU Levinatier de Lyon, et donc l'investigateur principal était Nicolas Franck. On a commencé notre implication en 2008 avec la validation du programme RECOS, qui est un programme de remédiation cognitive informatisé. L'idée, c'était de le proposer à des personnes touchées par le trouble de la schizophrénie. Et l'idée, c'était de le comparer avec un autre programme de remédiation cognitive qui était déjà validé, qui est CRT, qui lui est papier-crayon. Donc certaines personnes avaient bénéficié de RECOS et d'autres de CRT. Quelques années plus tard, on a participé à la recherche Remède Réhab. Là, le sujet, c'était la remédiation cognitive à la réinsertion professionnelle. L'idée, c'était de voir si la remédiation cognitive, elle avait un impact sur la réinsertion professionnelle en milieu protégé, donc en ESAT de transition.
Donc pour cette recherche, on avait collaboré avec l'ESAT de transition de Rochefort, dans le 17, et donc c'est eux qui accueillaient dans leur structure les personnes pour le côté réinsertion professionnelle. Et nous, on était plutôt sur le réseau Réhab sur le côté remédiation cognitive. En tant que centre associé, on a aussi participé à une recherche sur la validation du programme SCIT, donc c'est un programme de remédiation cognitive, cette fois de la cognition sociale. Et l'idée, c'était de voir justement l'impact de ce programme sur les symptômes négatifs des personnes qui souffrent de troubles psychotiques. Donc finalement, on a fait un petit peu notre chemin. En tant que centre associé, on a pu participer à plusieurs recherches, principalement centrées sur des programmes de remédiation cognitive. Il y a aussi d'autres recherches qu'on nous a proposées qui n'ont pas forcément abouti. Je pense notamment il y a quelques années à une recherche qui était menée par Caroline Demilly du Vinatier également. C'était aussi sur la pratique d'un outil de remédiation cognitive, mais cette fois auprès d'un public avec des déficiences légères et modérées, avec des troubles du comportement. Et c'était dans l'idée de voir si ce programme de remédiation cognitive pouvait avoir un impact sur les troubles du comportement. On avait été formé justement à cet outil, mais ça n'a pas abouti, puisque finalement on n'accueille pas forcément ce public dans notre service, donc on n'avait pas de personnes à inclure dans la recherche. Finalement, ces premiers pas dans la recherche en tant que centre associé, ils nous ont apporté des choses à différents niveaux. Le premier, déjà, au niveau théorique. Pour les premières recherches auxquelles on a participé, c'était mené par le Vinatier, qui est précurseur de la réhabilitation psychosociale aussi en France, avec Nicolas Franck. Et donc finalement, à ce moment-là, on ne s'appelait même pas Réseau Réhab, ça nous a permis de rentrer, de mieux comprendre sur c'est quoi la réhabilitation psychosociale, sur quels principes ça repose, comment on fait pour le mettre en place. Donc ça nous a vraiment permis d'approcher et de rentrer vraiment dans cette dynamique. Et puis c'était des programmes de recherche qui étaient centrés sur la remédiation cognitive, des choses qu'on ne faisait pas encore non plus. Ça nous a permis de comprendre c'est quoi la remédiation cognitive, comment ça se passe, quels sont les principes. Et puis de fait, c'était centré sur la neurocognition, tout ce qui est mémoire, concentration, planification. Ça nous a demandé de comprendre un peu mieux le fonctionnement cognitif, et puis aussi sur le côté social avec les styles attributionnels, théorie de l'esprit. Ça nous a demandé vraiment de nous renseigner sur tous ces champs-là. Donc on a vraiment gagné, on va dire, au niveau théorique. Il y a aussi eu des apports au niveau pratique. Avant ces recherches, comme je vous l'ai dit, on ne connaissait pas ces outils de remédiation cognitive qui étaient CRT, RECOS, SCIT, on ne les pratiquait pas du tout. Et donc de fait, on n'avait pas les outils à disposition. Et donc en participant à ces recherches, ça nous a permis d'être formés à ces outils par des équipes en plus qui avaient l'expérience souvent de ces outils. Et on a pu récupérer les supports pour les pratiquer. Et aujourd'hui, ce sont des outils de remédiation cognitive que nous utilisons toujours. Pourtant, ça fait une quinzaine d'années pour certaines recherches qu'on a mis le pied dans ces outils. Ça nous a permis aussi d'avoir des accès au niveau des tests neuropsychologiques, puisque souvent, avant de participer au programme de remédiation cognitive, il y a souvent un bilan en amont, un bilan à la fin pour vraiment comparer, et puis des fois, il y a même des bilans à 3 mois, 6 mois. Donc c'est des bilans qui étaient préparés par le centre promoteur. Et donc ça nous a aussi donné accès à des outils qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser. Donc on nous a fourni le matériel, les consignes, mais aussi les normes, ce qui nous a permis dans notre pratique de les réutiliser par la suite. Et puis enfin, ça a eu aussi un impact au niveau partenarial. Donc comme je vous le disais, il y a eu notamment une recherche qui s'est faite avec l'ESAT de transition Messidor de Rochefort. Donc c'est pas le même département que nous, donc c'était pas forcément un partenaire habituel. Donc ça nous a permis de déjà mieux comprendre comment fonctionnait un ESAT de transition, parce qu'on n'en avait pas non plus dans le département. Ça nous a permis de créer des liens privilégiés. Et quand, il y a quelques années, un centre de transition s'est aussi installé dans notre département, je pense que ça nous a aidé à mieux comprendre comment il fonctionnait, d'avoir eu cette expérience avec un autre ESAT de transition avant. Ça a aussi renforcé des liens avec des partenaires comme la MDPH, avec qui on avait l'habitude de travailler, mais ça nous a demandé de un peu mieux nous coordonner. Mais finalement, quand il y avait des orientations pour les ESAT de transition, est-ce que le profil pouvait correspondre pour rentrer dans la recherche? Donc il y avait plus de liens à ce niveau-là avec ses partenaires habituels. Donc finalement, ne serait-ce qu'en centre associé, on voit que
Il y a eu des apports dans divers domaines, et ce sont des apports qui perdurent encore aujourd'hui, malgré le fait que ces recherches elles soient terminées depuis maintenant une dizaine d'années, et ça a vraiment enrichi nos pratiques jusqu'à aujourd'hui. Et donc après avoir eu ces expériences en tant que centre associé, on s'est dit, bon, pourquoi pas devenir aussi centre promoteur, et donc être à l'initiative d'une recherche. Cette idée, elle est notamment partie d'un constat sur un sujet finalement qui nous concerne tous dans le handicap psychique, c'est les troubles de la motivation et notamment l'apathie. L'apathie, qu'est-ce que c'est ? C'est une difficulté vraiment à s'activer, à se mettre en mouvement, mais également à ressentir, à penser, afin d'atteindre un objectif précis dans le quotidien. Il existe plusieurs dimensions qui vous sont présentées sous la diapo. Il peut y avoir des difficultés sous la dimension de l'initiation, de l'émotion, ou du côté plutôt exécution. Et on sait que dans le handicap psychique, les personnes sont très nombreuses à être impactées par ces difficultés dans l'une ou plusieurs de ces dimensions. Le constat qui était fait, c'est que finalement, la remédiation cognitive, elle a peu d'impact sur l'apathie. Et pour autant, ces troubles, ils sont importants dans nos accompagnements et viennent freiner souvent les accompagnements qu'on peut proposer aux bénéficiaires. Il n'est pas rare qu'on accompagne des personnes, mais pour lesquelles il y a des difficultés à mettre en mouvement, à transposer dans le quotidien ce qu'on a pu voir en séance. Ça, c'est souvent difficile, ou mettre du sens sur certains accompagnements, trouver la motivation pour venir aux séances. On y est souvent confronté dans nos accompagnements auprès de ces bénéficiaires. Donc notre collègue Lise Mbarek, elle s'est vraiment posé la question de comment on peut faire pour que les troubles apathiques finalement ils viennent moins freiner, ils viennent moins impacter. Et puis pour cela, il a fallu dans un premier temps s'intéresser à l'apathie. Finalement, c'est quoi ? Et puis mieux la caractériser, mieux la comprendre. Et puis dans le quotidien, concrètement, comment on pourrait faire pour mieux accompagner ces difficultés. Donc notre collègue, elle a choisi, avec le soutien du service, de réaliser une thèse, donc un doctorat, avec le laboratoire de psychologie des Pays de la Loire et donc l'Université d'Angers. Et donc le sujet de la thèse, c'était les liens entre apathie et troubles frontaux dans la schizophrénie. Alors l'objectif, c'est absolument pas de développer cette recherche aujourd'hui, mais juste pour vous expliquer, les troubles frontaux, c'est ce qui nous permet de résoudre des problèmes, de maintenir un comportement efficace, d'inhiber des distracteurs, et ça va aussi dans tout ce qui est les interactions sociales. Donc ce travail de thèse de doctorat a amené à l'essai clinique qui s'appelle HandiAS1. Donc là, le sujet, c'était de valider un outil d'évaluation de l'apathie, tout en prenant en compte les dimensions que je vous ai présentées sur la diapo précédente. Puisque aujourd'hui, il existait des échelles en français, mais souvent les conclusions de ces échelles, c'est soit on est apathique, soit on ne l'est pas. Il n'y avait pas ce côté caractérisé en fonction des 3 dimensions qui sont l'exécution, l'initiation et les émotions. Et donc, après ce travail de caractérisation, finalement, pour mieux comprendre l'apathie, l'idée, c'était, à long terme, de penser un outil, entre autres une application numérique, pour compenser dans le quotidien les troubles apathiques qui pouvaient vraiment gêner les bénéficiaires en situation de handicap psychique. Donc après avoir eu cette idée de sujet de recherche, il a fallu passer à l'action pour se mettre, en tout cas pour devenir centre promoteur autour de ce sujet. Donc concrètement, comment ça s'est passé ? Il a fallu constituer une équipe avec des professionnels du service. Si je reprends l'image avec Lise Mbarek en chef d'orchestre. Dans l'équipe, il y avait une infirmière et moi-même. Et on avait surtout des missions de ce qu'on appelle du monitoring. Ça allait être du travail autour du protocole, des outils qu'on allait utiliser. C'est aussi un soutien de l'investigateur principal, que ce soit dans les tâches administratives, la communication, le lien avec les partenaires, le recueil des données, voir aussi les bénéficiaires. Donc c'était toutes ces tâches-là. Dans cette équipe, il y avait aussi le soutien du service de recherche clinique du centre hospitalier de Niort. Donc ils nous ont aidés notamment au niveau administratif quand il a fallu déposer un dossier auprès du comité de protection des personnes, demander des financements, ce qui nous a permis notamment d'obtenir des financements du fonds de la Fondation hospitalière de France. Et puis il y a eu le soutien du service du réseau Réhab bien sûr et du centre hospitalier, notamment comme on le disait sur la présentation d'avant, pour dégager du temps
pour accepter que des professionnels puissent prendre ce temps pour faire avancer cette recherche. Et puis, c'est aussi le soutien moral des collègues au quotidien. Et puis, on a sollicité aussi des centres associés pour avoir suffisamment de bénéficiaires. Donc, on s'est tourné vers notre centre référent régional qui est Limoges et qui nous a rejoints dans cette aventure. Et ça nous a permis vraiment d'inclure de nombreux bénéficiaires et on les remercie encore aujourd'hui pour cette participation. On avait aussi sollicité d'autres centres, je pense notamment au service de psychiatrie du centre hospitalier Marius Lacroix de La Rochelle, qui étaient plutôt d'accord avec le protocole, ils étaient plutôt en lien avec ça, mais finalement, pareil, ça n'a pas abouti, parce qu'ils n'avaient pas le profil de patients, de bénéficiaires que l'on recherchait pour la recherche. En tout cas, pas au moment où on en avait besoin, où on était, nous, dans la recherche. Il est sorti plusieurs choses de cette étude. Déjà des articles qui ont été publiés, qui ont découlé de ces recherches en s'appuyant sur l'analyse des différentes données. Donc d'une part, ça a permis de valider une échelle de l'apathie qui tient compte des dimensions donc, en langue française, donc qui s'appelle la FDAS, French Dimensional Apathy Scale. Donc ça fait vraiment référence à la définition que je vous donnais tout à l'heure de l'apathie avec ces 3 dimensions. Et donc ça vient nous aider déjà à mieux caractériser les troubles apathiques pour mieux cibler nos interventions. Ensuite, une fois qu'on a mieux caractérisé les troubles apathiques, qu'on les comprend un petit peu mieux, il s'agit d'accompagner de manière spécifique. Et donc là, il y a une application numérique qui est aujourd'hui en cours de développement, donc dans l'idée de pouvoir accompagner les bénéficiaires dans leur quotidien. Ça permet d'avoir une compensation immédiate, c'est vraiment l'objectif. On peut vous dire aujourd'hui que l'application, elle s'appelle SAM Motive. SAM, ça veut dire support d'aide à la motivation. On ne peut pas vous en dévoiler plus parce que du fait que ça soit en cours de développement, c'est encore un peu confidentiel. Ce projet aujourd'hui, il continue notamment avec le CHU d'Angers. L'idée, c'est que ça apporte notamment à Lise soutien au niveau de la recherche, de l'innovation. Ça nous permet aussi d'avoir un environnement d'expérimentation avec l'accès à des bénéficiaires qui sont là pour tester l'application et ses fonctionnalités, pour faire un retour. Et donc, c'est dans l'idée de justement pouvoir améliorer cette application afin qu'elle puisse être utilisée dans le futur. Donc je vous ai présenté les recherches auxquelles on a pu participer, que ce soit en centre associé ou en tant que centre promoteur. Je vais vous dire un petit peu finalement en quoi ça nous a servi et en quoi ça nous a impacté. C'est quand même le sujet de la présentation. Donc déjà, ça a eu un impact sur le grand public. Pourquoi ? Parce que finalement, pour trouver des bénéficiaires, il a fallu communiquer dans les journaux, puisque nous, par exemple, dans notre étude, on avait un groupe donc, de bénéficiaires en situation de handicap psychique, mais il y avait aussi un groupe contrôle de témoins, des proches sans handicap psychique. Donc on avait fait une communication dans les journaux pour rechercher des participants. Et puis on a sollicité aussi les bénéficiaires pour qu'ils en parlent à leurs proches, pour expliquer l'objet de la recherche clinique, pourquoi on le proposait. Ça a aussi participé d'une part à la déstigmatisation, puisque ces personnes, elles ont entendu parler de handicap psychique, du sujet de la recherche clinique. Pour certains, même s'ils n'étaient pas concernés de près par tout ça, ils sont venus pour s'impliquer dans la recherche et ça a permis de partager et en tout cas de venir répondre à certaines idées reçues des représentations qu'ils pouvaient avoir sur le handicap psychique auprès de personnes qui n'avaient parfois aucune connaissance de la psychiatrie. Ça a aussi eu des répercussions sur les bénéficiaires, bien sûr. On mettait que ça avait eu des impacts justement au niveau pouvoir d'agir, autodétermination, puisque finalement ces bénéficiaires, ils ont pu être appliqués à différents moments. À la fois, on les a sollicités pour participer à la recherche quand on a passé des tests neuropsychologiques pour mieux comprendre l'apathie. On a aussi demandé qu'ils puissent communiquer, qu'on recherchait des personnes et donc ils ont participé eux-mêmes à la communication auprès de leur entourage. Et puis aussi sur le test de l'application numérique, ils sont à nouveau impliqués. Donc quand on parle de pouvoir d'agir, c'est aussi intéressant de voir qu'ils ont pu s'impliquer à différents moments de la recherche et comme ils le souhaitaient. On espère qu'ils vont toujours continuer à s'impliquer, notamment pour parler des bénéfices de l'application dans quelques années.
Et puis ça a permis finalement, pour les bénéficiaires qui ont participé à la recherche, ou en tout cas qui s'y sont intéressés, d'avoir des temps avec eux et de parler un peu de psychoéducation. Bah oui, l'apathie, c'est quoi? Ben oui, c'est pas être feignant si on reste dans son canapé, c'est bien un symptôme clinique. Et surtout qu'ils sont pas seuls dans cette situation. Donc ça a finalement permis aussi de venir parler des outils qui étaient proposés, qui étaient envisagés pour voir si par la suite ça pourrait aussi leur correspondre. Et puis pour nous, les professionnels, les apports, ils ont été assez nombreux. J'en ai déjà cité quelques-uns en tant que centre associé, mais il y en a eu aussi en tant que centre promoteur. Donc le point qui est plutôt commun, c'est le point de vue formation. Je vous parlais de formation aux outils, à la réhab tout à l'heure, mais pas que. Ça nous a demandé aussi de nous former à c'est quoi une recherche clinique, la méthodologie. Ça nous a demandé de nous renseigner sur pas mal de choses. On a été amené à lire aussi de nombreux articles sur le sujet de l'apathie. Donc finalement, il a fallu aussi se renseigner sur les outils neuropsychologiques. Pourquoi est-ce qu'on utiliserait plutôt cet outil-là et pas un autre? Quels sont les avantages, les inconvénients? Et comment on se procure les outils, les consignes, le matériel, les normes. Donc tout ça, c'est pas toujours facile et ça demande justement à ce qu'on ait de la rigueur au niveau de l'approche scientifique et qu'on soit sensibilisé à tout ça. Question aussi sur d'où viennent les tests, est-ce qu'ils sont validés, ça nous a permis aussi d'avancer sur ce sujet-là. Et puis ça a développé aussi un dynamisme, une ouverture d'esprit, déjà en découvrant des outils qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser. Et puis aussi en se rendant compte que les outils ils évoluent, qu'il faut se re-questionner régulièrement, prendre du recul sur nos pratiques, et puis continuer à se renseigner sur les différentes avancées. Et enfin, il y a eu aussi un impact au niveau partenarial. Ça nous a demandé d'ouvrir nos portes, de ne pas travailler uniquement dans notre service. Donc il a fallu s'élargir pour nous en dehors du département des Deux-Sèvres. C'est pour ça qu'on a sollicité Limoges, il y a eu La Rochelle, il y a eu Rochefort avec les ZAD de transition. Et puis bien sûr, on avait fait aussi appel à nos partenaires locaux habituels. Donc ça nous a permis de rassembler un peu tout ça. Et puis aujourd'hui, on sait que même si on n'est pas impliqué concrètement dans des recherches, c'est des partenariats qui ont existé, qui ont fonctionné, et que si on avait besoin à nouveau, on sait qu'on pourrait les ressolliciter. Donc j'en arrive à la conclusion, ça tombe bien. Il est vrai que il est plutôt rassurant de commencer en tant que centre associé, plutôt que centre promoteur, ça fait quand même moins peur. Le principal, c'est qu'on en tire toujours du positif de ces participations. Et on découvre finalement qu'on a souvent plus de ressources qu'on le pensait. On apprend beaucoup de choses dans beaucoup de domaines, des domaines qu'on n'avait même pas imaginés. Je ne pensais pas devoir lire autant de textes législatifs sur la méthodologie de la recherche, plein de choses dans ce sens-là. Et en tout cas, on en ressort vraiment enrichi avec des nouvelles expériences et des bénéfices, et dans notre pratique de tous les jours, et comme vous l'avez vu par rapport aux dates des recherches auxquelles on a participé en tant que centre associé, ça dure vraiment dans le temps, ces bénéfices, et aujourd'hui, on en tire toujours des choses. Donc j'aurais envie de dire que s'il y a une seule chose à retenir de cette présentation, c'est que finalement, la recherche, elle est accessible à tous, et j'espère que ça vous aura donné envie d'y participer, que ce soit en tant que chef d'orchestre ou musicien. Je dirais que le principal, c'est d'être motivé. Merci. Merci beaucoup.